Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc pour la 50e fois j'essaie de refaire cette intro. Aujourd'hui on va voir un petit peu quels sont les livres que j'ai réussi à lire au mois de juin. J'ai pas tout à fait fini puisque le jour où je tourne nous sommes le 30 juin, donc il me reste encore jusqu'à ce soir minuit afin de terminer. On va voir si j'arrive à arriver au bout de ma pile à lire, j'espère. On verra bien. Donc voilà, on va faire un espèce de petit bilan de lecture. Je vais vous parler un petit peu des séries que j'ai pu lire pendant ce mois de juin. Et on va commencer tout de suite avec le seul roman de cette vidéo. Il s'agit du Portrait de Dorian Gray qui a été écrit par Oscar Wilde. Ici je l'ai en version pocket et c'était un livre que j'ai trouvé en boîte à livres. Il était gratuit pour l'achat de 2 autres pockets. Donc bah voilà, il a suivi sa vie et je pense qu'après la fin de cette vidéo je vais moi-même le remettre en boîte à livres. Je suis assez contente d'avoir lu ce bouquin au final, d'avoir sauté le pas. Parce que moi en général quand je vois classique sur un bouquin, ça me fait un petit peu freiner des cas de fer. J'ai un peu peur du style, de pas rentrer dedans, de devoir me forcer parce que voilà, c'est clairement des livres qui ont été écrits il y a plus d'une centaine d'années, donc clairement le style n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui, c'est pas forcément fait pour être page turner etc. et accrocher son lecteur. Ici j'ai trouvé que au contraire on avait justement cette envie de pouvoir poursuivre, d'enchaîner les chapitres. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai lu à peu près un chapitre par jour, enfin là il y a une vingtaine de chapitres et je les ai lus, enfin j'ai lu ce livre en à peu près une quinzaine de jours, donc un tout petit peu plus qu'un chapitre par jour parce que je lisais ça essentiellement le soir avant d'aller me coucher. Et ben tous les jours j'avais envie de poursuivre mon avancée avec Dorian Gray. Que dire? Donc forcément vous connaissez tous le synopsis mais on va le refaire pour le fun. Donc il s'agit d'une personne assez jeune et assez on va dire vaniteuse qui se rend compte un beau jour de sa beauté parce que un de ses amis en a fait le portrait tout simplement. Donc voilà, il lui a fait cadeau d'un portrait le représentant et en voyant ce portrait il est pris d'une illumination. Je suis beaucoup trop beau pour vieillir, voilà. Donc il fait le souhait que ce soit le portrait qui vieillisse à sa place et non pas lui. Un souhait un peu fou hein, je le concède. Par contre bah je ne sais pas, il y a sans doute une bonne fée qui passait par là à ce moment là puisqu'elle va exaucer son souhait et c'est exactement ce qui va arriver. Donc à chaque fois qu'il va commettre un acte qui est répréhensible ou en tout cas qui est moralement répréhensible, c'est le portrait qui va prendre puisque dans ce bouquin on a l'intime conviction que chacun des péchés que l'on commet va mettre à mal notre âme. Et donc en fait le tableau va tout simplement représenter l'âme de Dorian Gray. Et j'ai des petites papates de chat qui remontent. Voilà, comme je vous disais, j'avais assez envie de poursuivre ma lecture jusqu'à à peu près les 2/3, 3/4 où en fait à un moment Dorian Gray devient, à mon sens, hein, complètement imbuvable. Là j'ai eu un peu de mal à poursuivre mais bon j'étais quand même happée par l'histoire, donc même si le personnage principal m'est devenu totalement antipathique, j'ai quand même voulu savoir ce qui allait lui arriver à la fin, voilà, et j'ai quand même pas tardé à le finir. Ma foi au global je suis assez contente de l'avoir lu, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai un peu de mal à rentrer dans les classiques et bah celui-là, contrairement à toutes mes espérances, a été vraiment une très bonne lecture. Ouh, il fait chaud, surtout avec un chat sur les jambes. Allez, on va passer à du lourd, au sens propre comme au sens figuré, puisque j'ai réussi à lire cette belle bête, donc le coffret Orques et Gobelins numéro 1, qui regroupe les tomes 1 à 5 de cette saga. Je vous en avais parlé lors de ma vidéo pile à lire. On se passe dans l'univers des Terres d'Aran, donc c'est un univers en fait où on a énormément de races qui vont interagir les unes avec les autres. Il y a actuellement les elfes, les nains, donc orques et gobelins, et il y a également les mages qui sont sortis. Et si j'en crois les dernières rumeurs que j'ai entendues, il y aurait une 5e série en cours de préparation. Je ne sais pas quand c'est qu'elle va sortir. Par contre, bah, moi j'ai un petit peu de retard au final sur la série, puisqu'il y a déjà le 2e coffret des orques et gobelins qui est sorti que je n'ai pas, et le 1er coffret des mages qui est sorti aussi. Désolée, j'ai un chat qui joue un petit peu à se frotter contre les pieds du trépied, donc vous devez bouger un petit peu quand même. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo un petit peu pile à lire pour cette œuvre, en fait on va suivre, à chaque fois qu'il y a un tome, on va suivre un personnage différent. Moi j'ai particulièrement apprécié le tome 3, je vais essayer de vous les sortir, le tome 3 et le tome 5. Donc le tome 3 c'est Grimm. Hop là, non, c'est moi qui ai la couverture. Donc le tome 3 il s'agit du personnage de Grimm qui est un orc. Voilà, puisqu'on va faire orc-gobelin, orc-gobelin, orquelin. Voilà, histoire d'avoir une belle parité.
Voilà, donc c'est un personnage que j'ai trouvé quand même assez loyal, assez fidèle à lui-même et j'ai beaucoup aimé ce trait de caractère puisqu'au final avec les orques et les gobelins c'est clairement le peuple le plus filou on va dire où voilà il n'y a pas vraiment de loyauté, on est capable de faire ami avec quelqu'un pour le trahir 2 secondes plus tard juste pour pouvoir survivre quelques secondes de plus dans ce monde cruel. Donc voilà, là après 2 tomes où c'était un peu comme ça, Grimm m'a fait beaucoup de bien avec justement cette pseudo-loyauté on va dire. Et du coup le tome 5 il va s'agir du personnage qui se nomme La Poisse. Comme je vous le disais tout à l'heure c'est un orquelin, donc un mélange entre un orc et un gobelin. Voilà, donc je ne sais pas lequel était son papa, lequel était sa maman, mais en tout cas c'est un mélange des 2 races et c'est un personnage qui, comme son nom l'indique, en fait a été maudit magiquement parlant depuis des générations. Donc tous les premiers-nés garçons je crois de cette lignée là sont maudits sur je ne sais pas combien de générations, donc il leur arrive que des merdes. Et voilà, ça a été assez intéressant à suivre. C'est une BD qui a été scénarisée ce tome-ci par Olivier Perru et en fait ça sent qu'on est vraiment sur un maître entre guillemets de la fantasy parce que clairement la construction de ce tome-là est vraiment très différente des 4 autres tomes que j'ai pu lire, voire même de tous les autres tomes des Terres d'Aran que j'ai pu lire pour le moment. Vraiment celui-là il est particulier, il a vraiment son ambiance, son univers vraiment à part à l'intérieur de l'univers. Voilà, que dire de plus de cette série, j'ai été très contente de la découvrir. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut que je me procure le 2e coffret pour pouvoir poursuivre, mais surtout il faut que j'avance dans les elfes en fait, que j'achète les elfes 6 à 10 pour pouvoir essayer de reprendre un petit peu chronologiquement parlant, ou en tout cas date de sortie parlant, les œuvres afin d'essayer de tout comprendre. Là, dans ces œuvres là, en fait, vu que les orques sont sortis bien après un certain nombre de tomes de elfes et de nains, on va nous parler d'un événement en background qui a eu lieu et cet événement, moi je l'ai pas encore vécu dans les elfes et dans les nains, donc je me suis un petit peu spoil l'univers. Par contre voilà, on nous dit qu'il n'y a pas vraiment de dépendance entre les séries, il n'y a pas vraiment de dépendance entre les tomes, c'est juste que voilà, chronologiquement parlant, il va se passer un truc qui est dont dans cet homme-là on va vivre la conséquence. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais dans ma tête c'était clair. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, peut-être lisez les elfes et les nains avant de lire Orques et Gobelins. Enfin voilà, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début en fait, regarder les dates de sortie des tomes pour pouvoir les lire dans le bon ordre, ça aurait été beaucoup plus simple. Ça y est, le chat est parti, on devrait être tranquille, vous devriez arrêter de bouger. Ensuite, il faut vraiment que je vous parle de ça. J'ai lu Trèfle, les 4 tomes, donc qui a été publié aux éditions Pika. Là c'est la première édition, celle avec le papier calque. Il y a une réédition qui a été faite tout récemment en 2 tomes. Alors pour le côté réédition en 2 tomes, ça me chagrine pas trop parce que justement il y a une grosse cassure entre les tomes 2 et 3. Par contre au niveau réédition, alors c'est une série, comment on va en parler ? C'est assez brouillon dans ma tête, mais parce que l'œuvre en elle-même est brouillon. En fait, on va suivre un homme qui est un ancien militaire et qui a pour mission de protéger une jeune fille, et cette jeune fille est ce qu'on appelle un trèfle. Alors les trèfles dans cet univers-là, ce sont des personnes qui ont des capacités magiques. Et puisque la magie existe dans ce monde, il y a un conseil formé de 5 sorciers, mages, qui ont été dépêchés pour trouver des enfants avec des capacités magiques. Ils ont pu en trouver plein et les catégoriser dans 4 niveaux différents. Donc les trèfles à 1 feuille, trèfle à 2 feuilles, trèfle à 3 feuilles et trèfle à 4 feuilles. Forcément, plus on a de feuilles, plus on est puissant. Et il n'y a qu'une seule personne qui est dotée du pouvoir de trèfle à 4 feuilles, donc la fameuse jeune fille que l'ancien militaire doit protéger. Voilà, ça c'est à peu près ce que j'ai compris et donc dans les 2 premiers tomes ils vont faire leurs affaires et ensuite à la fin du 2e tome, enfin début du 3e tome, on va revenir en arrière dans l'histoire et donc on va voir un petit peu les mêmes personnages mais dans leur passé, voir un petit peu les connexions qui peuvent y avoir entre eux, voir des relations, exploiter encore plus ce côté trèfle à 3 feuilles ou à 4 feuilles, etc. Bon, le chat est revenu. Et vu qu'elle veut qu'on s'occupe d'elle, je risque de passer un bon moment avec un chat sur les genoux ou dans les bras. Donc je disais, pour moi, c'est pas une œuvre qui est forcément finie, je vois pas forcément la logique. C'est relativement intéressant, à part les passages avec les chansons, ça c'est pénible. C'est assez pénible, il y a énormément, en fait il y a un personnage qui est chanteuse et il y a énormément de moments où on voit justement
on a des paroles de chansons qui sont écrites un peu partout dans les cases. Au niveau du dessin, bah, ça reste du clamp, hein, donc moi j'aime bien. Par contre c'est vrai qu'au niveau du scénario, alors là, le coup du commencer par un moment dans la timeline et par après revenir dans le passé, ça ok, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas forcément d'intérêt à le faire ici, il n'y a pas forcément de plus-value à revenir dans le passé. Globalement, tout ce qu'on nous dit dans les tomes 3 et 4, globalement à 80% des choses qui nous sont racontées, bah, c'est des choses qu'on avait plus ou moins compris par avant. Donc voilà, ça aurait peut-être mérité un ou deux tomes de plus, histoire de finir l'histoire, de donner un vrai intérêt à ce retour dans le passé. Et ouais, en fait, bah, globalement dans le tome 2, on laisse nos personnages en plan à un moment et on sait pas forcément pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Voilà, il y a beaucoup de questions sans réponse dans cette œuvre. Clairement, si vous aimez le studio Clamp, pourquoi pas. Par contre, bah voilà, comme je vous le disais sur Angelic Layer, il n'y a pas forcément grand intérêt à lire cette œuvre, malheureusement. Bon, ça c'est fait, on va continuer dans le bof, j'ai pas tout compris, ça vous va? J'ai récemment lu donc les 6 tomes de Biomega. Je vous précise récemment parce que Trèfle, ça a été fait très peu de temps après en fait que je sorte ma vidéo pile à lire, donc les souvenirs que j'en ai se sont déjà estompés depuis 15 jours. Ça date d'il y a 2 jours, peut-être 3 jours maximum quoi. Et pourtant c'est tout aussi brouillon dans ma tête. C'est tout aussi brouillon dans l'œuvre de toute façon, donc voilà, je n'ai pas forcément de complexe d'infériorité. Biomega, c'est du Tsutomu Nihei, son œuvre la plus connue je pense que c'est Blame. Il a aussi fait Knights of Sidonia, plus récemment il y a Aposisme qui est en train de sortir là, qui est sa série en cours. Et je sais pas si tout est dans le même univers, en tout cas moi j'avais entendu que Biomega suivi de Noise suivi de Blame c'était dans le même univers et que en lisant les 3 là on était censé comprendre les 3 là. Donc pour bien faire j'ai lu Noise aussi, hein, j'ai enchaîné Biomega puis Noise. Dans Biomega il y a énormément de passages que je trouve personnellement flous. Comme je vous le disais pour Trèfle, on a énormément de questions sans réponse. Alors je sais pas si c'est moi qui les ai pas trouvées ou si c'est volontaire de la part de l'auteur de laisser un petit peu des choses en suspens pour que l'imagination du lecteur complète un petit peu tout ça. Mais vous voyez par exemple, si je prends l'exemple des combats qui sont aussi très brouillons, très flous, où voilà, on comprend pas forcément les mouvements des 2 personnes qui sont en train de se battre. Bah à la fin quelque part on sait quand même qui est le vainqueur, puisque il suffit de passer quelques cases, voire quelques pages, et au bout d'un moment il y en a un qui se relève et pas l'autre. Donc on comprend, même si on comprend pas forcément le déroulé du combat, on comprend qui en ressort vainqueur. Bah c'est à peu près la même chose tout au long de l'œuvre, où il y a énormément de choses qui sont brouillons, mais finalement en enchaînant un petit peu les péripéties de chacun des personnages, on arrive plus ou moins à se remettre et à se faire une idée globale de cette œuvre. Je ne sais pas trop comment expliquer ça autrement. J'espère que ça vous suffit. Au niveau du synopsis, donc on va se retrouver sur Terre où il y a un virus qui zombifie un petit peu les gens. Alors ils disent pas zombie, ils disent que ça se transforme en drone. Mais bon, pour moi, drone c'est des choses qui volent, donc on va dire zombie. Donc voilà, il y a ce virus qui apparaît et on a plusieurs organisations qui vont essayer soit de lutter contre ce virus pour essayer de trouver des personnes immunisées et en faire un vaccin je suppose, ou au contraire des organisations qui vont essayer de déployer à plus grande échelle ce virus et à essayer de survivre en créant une nouvelle humanité à partir de ça, à partir de ce fait là. Bah ok, l'humanité telle qu'on la connaît c'est mort, donc on va essayer de construire un nouvel ordre, d'être les premiers à instaurer quelque chose de nouveau et bah voilà, dans le monde d'après de pouvoir prendre l'ascendant sur le reste quoi. En très gros c'est ça. Ouais, en très gros c'est ça. Donc on peut retrouver cette histoire de virus aussi dans Blame. Et par contre, celui-là, je crois que j'ai rien bité du début à la fin. Rien du tout. On va suivre une fille qui est aussi dans une organisation. Et ouais, c'est assez bizarre. On nous parle de l'église. On nous parle de réseau. Alors là on commence à nous parler du fameux réseau dans lequel peuvent aller les consciences. Un peu comme si vous avez lu ou si vous avez vu Ready Player One, un peu comme l'Oasis. J'ai fait la comparaison avec ça dans mon esprit.
Et ça en fait on retrouve cet élément là dans Blame puisqu'il y a aussi un méta réseau qui connecte les gens entre eux et il n'y a que certaines personnes qui peuvent se connecter au réseau. Donc ça on commence à le retrouver ici. Par contre on n'en parle pas du tout dans Biomega. Et ouais, celui-là franchement je sais même pas si ça vaudrait le coup que je le relise parce que je suis pas sûre de comprendre plus à la deuxième lecture. Donc au final assez mitigé, j'ai préféré Biomega à Noise mais en même temps vu qu'il y a 6 tomes on a plus le temps d'essayer de se raccrocher aux branches alors que là à Noise on a genre 5 chapitres et ils sont what the fuck du début à la fin. Donc voilà. Maintenant faut que je me refasse Blame je pense et je suis pas sûre qu'une seconde lecture de tout l'univers me permettra de comprendre plus. Après à voir, faudra que je me renseigne si Knights of Sidonia ou Aposisme et enfin toutes les deux sont dans le même univers. Peut-être qu'il manque aussi une clé de compréhension de ce côté-là. Je ne sais pas. En tout cas, en l'état actuel des choses, c'est clairement pas 3 œuvres que je recommande. Hein. Enfin, non. Non, là c'est pas... Désolée. On va passer à du un peu plus réjouissant, ou en tout cas une œuvre que j'ai beaucoup plus appréciée. J'ai lu les 9 tomes de Reine d'Égypte qui est publié aux éditions Kiyun et là franchement ça a été cool, ça a été top de retourner dans cet univers puisque j'avais lu je crois de mémoire les 4 premiers tomes donc là j'ai pu m'enchaîner toute la série et franchement c'était un bonheur de retrouver notre petite Hatshepsut. Voilà, toujours compliqué à prononcer. Mais en tout cas, voilà, ça a été un plaisir de la retrouver. Alors, je vais commencer tout de suite par mon bémol, puisqu'on sait déjà, enfin c'est une œuvre historique, hein, donc on sait déjà ce qui va lui arriver. No spoil si vous avez suivi un manuel d'histoire. On sait déjà qu'Hatshepsut va devenir pharaon, et en fait, moi ce que j'ai préféré, c'est justement la partie où elle ne l'est pas encore, où elle va essayer de petit à petit construire son réseau, avoir de plus en plus d'emprise sur les membres des religions qui l'entourent, essayer de contrôler un petit peu les gens qui ont le pouvoir en face d'elle, enfin à sa place, pour pouvoir justement accéder à sa position de pharaon. Et toute la fin est pour moi un peu plus en demi-teinte puisqu'en fait on n'est plus du tout sur ce que le synopsis nous annonçait, ce qui était de comment elle va faire pour devenir pharaon. Pour moi une fois qu'elle a été pharaon, ben voilà, après c'est juste un espèce de biopic en fait, enfin en livre quoi, mais bon c'est plus une biographie plutôt que un manga en fait. Sinon j'ai beaucoup aimé, les dessins sont vraiment sublimes. Si je peux vous ouvrir quelques pages, hop. C'est le tome 1 hein, donc aucun souci au niveau du spoil. Je reste assez loin parce qu'au final j'ai vu dans mes vidéos précédentes que quand je rapproche le focus ne se fait pas de toute façon. Donc voilà. Si vous y voyez quelque chose tant mieux. Voilà, donc Hatshepsut au final c'est une jeune fille qui est assez attachante, en tout cas au début c'est une jeune fille puisqu'à la fin bah voilà on va retracer toute sa vie quasiment de son adolescence à sa mort. Donc au début c'est une jeune fille. Elle est assez attachante, elle est assez espiègle, elle ne comprend pas pourquoi on la forcerait à n'être que l'épouse de Pharaon puisque elle est née femme. Elle comprend pas pourquoi le pouvoir doit forcément arriver aux hommes. Ok, le pouvoir est transmis par les femmes puisque c'est la première héritière qui va choisir son époux pour que celui-ci soit Pharaon, mais pourquoi ça pourrait pas être elle tout simplement, Pharaon? Donc on va la suivre sur des dizaines et des dizaines d'années pour que voilà elle fasse petit à petit son chemin et une fois qu'elle y est, qu'est-ce qu'elle va faire pour l'Égypte, comment elle va diriger son peuple et comment elle va essayer de protéger un petit peu son trône qui reste toujours plus ou moins menacé. Pour moi ça reste une bonne petite œuvre. Le bémol que je vous ai donné tout à l'heure c'est vraiment purement personnel, hein. C'est moi comment j'ai ressenti un petit peu la lecture de tous ces différents tomes. Mais en tout cas ça ne gâche absolument rien au potentiel de cette histoire. Voilà, cette œuvre est à conseiller pour tous ceux qui aiment les œuvres un petit peu historiques ou alors pour tout ce qui est un petit peu mouvement féministe, hein, parce qu'on va pas se le cacher, il y a quand même une portée un poil féministe dans toute cette œuvre. Ensuite donc j'ai lu les 4 premiers tomes qui sont à ma disposition de Elfenlied. Je sais que le 5e est sorti et que le 6e n'est pas encore sorti mais que ça devrait pas forcément tarder. J'ai hâte de voir les 2 derniers puisque en retournant dans cet univers, moi j'avais vu l'animé quand il était sorti, il y a genre super longtemps. Et voilà, ça a été un pur bonheur de retrouver un petit peu ces personnages, de retrouver Lucy, de voir un petit peu ses déboires. Comment vous parler de Elfenlied ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait on est dans notre monde contemporain et il y a certains êtres humains qui naissent avec une anomalie génétique qui est soi-disant l'évolution future de
Homo sapiens, puisque nous sommes des descendants d'Homo sapiens. Donc là il y a la future évolution, le futur être humain qui naît, et ce sont des personnes avec des cornes. Et en fait ces personnes qui naissent donc avec des cornes ont également ce qu'on appelle des membres cérébraux. Donc ce sont des membres qui sont invisibles à l'œil nu, ce sont des bras supplémentaires. Et ces bras sont pas forcément palpables, donc ils peuvent passer à travers les choses, passer à travers les gens, et ils peuvent également interagir avec des choses. Donc on peut se prendre une grosse baffe sans voir le bras venir, mais on peut aussi ne pas se prendre une grosse baffe parce que le bras serait passé à travers notre visage par exemple. Vous me suivez un peu? Donc au tout début de cette histoire, on va se placer dans un organisme qui a été spécialisé pour récupérer tous ces membres de cette nouvelle espèce et de pouvoir les étudier afin de, voilà, de comprendre un petit peu comment ils sont venus à la vie, qu'est-ce qu'ils représentent comme évolution pour le genre humain, et surtout comment on les contrôle pour pas que notre ère disparaisse. Et donc dans le premier chapitre, nous allons suivre donc dans cette organisation l'évasion du personnage de Lucy, qui est un membre de cette race, donc des Dicronius. Et en fait pendant son évasion elle va subir un choc qui va dédoubler sa personnalité. Donc on a la vengeresse Lucy qui veut buter plus ou moins tous les humains qu'elle croise, plus ou moins hein. Et on va également avoir sa deuxième personnalité qui s'appelle Nu, puisqu'elle ne dit que Nu au début. Donc voilà, les personnages qui la trouvent la surnomment Nu, et elle est complètement à l'opposé de Lucy, elle est complètement inoffensive, et voilà, enfin... Elle est clairement un peu bébête quoi. Voilà pour le point de départ. Après comme vous vous en doutez, la fameuse organisation va essayer de retrouver cette Lucy. Les gens qui recueillent Nu vont essayer de tout faire pour la protéger, puisqu'ils se rendent compte quand même qu'il y a des choses un peu bizarres avec ce personnage là, mais ils s'y attachent et puis ils voient pas pourquoi quelqu'un d'aussi inoffensif est recherché tout simplement par des corps armés énormes. Donc voilà, ça va être un peu le jeu du chat et de la souris pendant, là en tout cas pendant 4 tomes et pendant les 2 autres qui restent. Attention toutefois, une mise en garde, c'est enfin 2 mises en garde on va dire, au niveau du dessin. On n'est clairement pas sur un trait assez mature, hein. On est assez brouillon, en tout cas au début. On voit clairement le trait qui s'affine au fur et à mesure des tomes. Par contre ça prend du temps, et même dans le tome 4 c'est pas non plus le dessin le plus beau du monde. On va essayer de vous faire voir des petites planches. Mais il faut que je diote quand même parce que après il y a le deuxième point. Voilà, donc on est assez sur un trait brouillon quoi. Des fois on a un peu du mal à lire les planches puisque c'est assez sombre, et avec le trait un peu brouillon justement on a un peu du mal à déconstruire un peu l'image pour comprendre ce qui s'y passe. Et le deuxième avertissement, c'est qu'il y a énormément de jeunes filles à poil. Voilà. Des fois c'est justifié puisque comme je vous disais on est dans un centre d'études ou de recherche où on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe avec ces personnages là. Donc bon, c'est un petit peu des rats de laboratoire, il y a un côté un petit peu déshumanisé avec ces personnages là. Donc pourquoi pas, à la rigueur je peux comprendre. Par contre il y a des moments où c'est totalement gratuit. Alors là, totalement gratuit. Donc si vous n'aimez pas le côté ecchi en manga, c'est clairement pas ce qui prédomine dans cette œuvre. Par contre il y en a quand même pas mal. Voilà. Après ce que j'ai aussi adoré dans cette œuvre, c'est qu'en fin de volume, en fait ici c'est super épais, c'est un tome double, puisqu'au Japon il y a 12 volumes disponibles. Nous en France on n'en aura que 6. Donc Delcourt Tonkam a publié les œuvres 2 par 2, enfin les tomes 2 par 2. Et en fait à la fin de quasiment chacun des tomes japonais, on a une histoire courte qui est indépendante de l'œuvre. Enfin je crois qu'il n'y a qu'une seule histoire courte qui n'est pas qui est reliée et qui est un espèce d'annexe à Elfenlied. Et en fait ouais, ces petites histoires annexes elles sont assez prenantes. On rentre bien dedans, clairement en quelques pages seulement on arrive à se mettre avec ces nouveaux personnages, on arrive à compatir avec eux, et ouais, je trouve que c'est une très bonne addition et que ça a été une bonne idée de les mettre un petit peu, de les espacer un petit peu à la fin de chacun des tomes, plutôt que de par exemple les compiler en un seul volume à la fin de la série. Et maintenant il reste mon suspense. Donc la dernière série que je devais lire sur ce challenge Horizon, c'est I Am a Hero. Pour le moment j'ai lu les 4 premiers tomes. Comme je vous disais, on est sur le dernier jour du challenge, donc il m'en resterait 6 à lire avant ce soir. Je sais pas si je vais avoir le temps de le faire ou pas. Par contre, ouais, je pense que dans les prochains jours, en tout cas, je vais continuer sur début juillet pour me finir la série, et
Voilà, c'est une histoire qui me plaît bien pour le moment. I Am a Hero, on est sur l'apocalypse zombie. On va suivre un personnage qui s'appelle Hideo Suzuki, qui est assistant mangaka à 35 ans, puisqu'il n'a jamais réussi à percer, à proposer son propre manuscrit qui va, en tout cas proposer un manuscrit qui va plaire à des éditeurs. Donc subissant échec sur échec, il va rester assistant mangaka. Je crois même qu'en fait il est assistant pour des hentai. Donc c'est vous dire à quel point ce personnage touche le fond. On est sur tout le premier volume, donc avec ce personnage d'Hideo qui va vivre plus ou moins sa vie normale en fait, on va le suivre dans son quotidien et on va avoir quelques indices au fur et à mesure des chapitres sur le dérèglement qui est en train de se produire au niveau planétaire, hein. Enfin, là ça reste au niveau du Japon puisqu'il va avoir par exemple des news de la télé japonaise, mais voilà, on n'est pas forcément à l'abri que ce soit un phénomène planétaire et il va mettre énormément de temps à percuter, hein. Il est un petit peu lent de la caboche, hein. Il a plein de réflexions qui sont assez rigolotes. Enfin, personnellement j'espère que je ne réagirai pas comme ça, ou si jamais je me rends compte que le monde est en train de partir complètement en cacahuète et que globalement c'est chacun pour sa peau, etc. Ben par exemple, qu'est-ce qu'on s'en fout de payer un truc alors que le caissier est mort, par exemple. Voilà, enfin, d'aller dans une supérette, prendre de la bouffe, on voit que le caissier est complètement en mode zombie, ben je m'en fous, moi je m'en prends mon truc et je me casse quoi. Alors que lui, ça va être le genre de mec à aller au comptoir, déposer ses 500 yens et puis à se barrer en essayant de pas se faire mordre quoi. Enfin, vous voyez, c'est un peu ce genre de réaction qui me fait rire quand je lis cette série, puisque voilà, il a des réactions qui sont complètement contre l'instinct de survie en fait. Voilà, donc au niveau où j'en suis là dans le tome 4, c'est clairement la merde. C'est clairement la merde et c'est pas encore forcément très organisé, donc j'ai bien hâte de voir un petit peu comment les choses vont évoluer pour notre petite Hideo et voir s'il va s'en sortir et combien de temps il va s'en sortir. Après ça reste un survival zombie, hein, donc au niveau du dessin, il y a énormément de choses qui sont assez gore, on voit plein de trucs de... Bah, il y a rien qui nous est épargné, hein. Il y a des viscères, il y a des têtes découpées, il y a énormément de choses gore, mais en même temps c'est un petit peu ce à quoi on s'attend avec ce genre d'œuvre quoi, voilà. J'espère que ça ne va pas être comme Walking Dead et que ça ne va pas être ultra répétitif, où en gros on a un groupe, on trouve un endroit pour se planquer, on est tellement bien qu'il y a d'autres groupes qui veulent cet endroit là, on se bute entre vivants, et puis bah finalement on se casse. Voilà, et puis on recommence dans un autre endroit. Ouais, j'espère que ça va pas être ça le schéma parce que ça va vite me saouler sur 22 tomes. En tout cas là pour le moment sur les 4 premiers, j'ai pas encore d'ennui et bah voilà, en même temps j'en suis au tout début, ça prend bien son temps pour exploiter cet univers où il y a plein de choses à faire. Et clairement il y a plein de choses à faire et j'ai un peu hâte de voir la suite. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'essaye de vous reprendre demain pour vous dire si j'ai réussi à atteindre ou pas ce palier du tome 10 de I Am a Hero et savoir si j'ai validé ou pas mon challenge. En tout cas pour le moment je suis bien partie, j'aurais fait au moins une lecture pour chacune des catégories, je suis assez contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas relu comme ça et même si il y a clairement quelques fails dans la pile à lire que j'ai faite, enfin voilà, des œuvres qui m'ont pas forcément plu, j'ai aussi fait de bonnes découvertes et je suis assez contente globalement je suis assez contente de mon mois de lecture quoi. Bon bah vu que je m'arrête là, je ferai la conclusion plus tard. Ciao! Hey, je vous reprends beaucoup plus tard que prévu, nous sommes actuellement le 6 juillet. Donc voilà, j'ai laissé passer presque une bonne semaine avant la fin du challenge, avant de retourner cette partie. Donc maintenant, l'heure est venue de vous dire si oui ou non j'ai réussi à arriver au tome 10 avant minuit. Roulement de tambour. Oui, j'ai réussi à 5 minutes près, hein, puisque j'ai terminé le tome 10 à 23h55. Donc ça y est, on était dans les temps. C'est un challenge réussi ma foi, j'ai lu absolument tous les livres de ma pile à lire. Donc c'est peut-être la première fois que je réussis un challenge, en tout cas c'est la première fois que je réussis aussi bien et où je suis autant contente de moi, donc voilà, c'est assez cool. Et sinon, en fait pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, bah, c'est tout simplement pour terminer la série, pour terminer I Am a Hero en entier, donc arriver jusqu'au tome 22 et bah, pouvoir vous faire un petit débrief sur la série en entier, comme ça vous en entendrez pas parler dans plusieurs vidéos. Aujourd'hui c'est celle-là qui s'incruste.
Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série au global? Eh bien, jusqu'aux 10 premiers tomes inclus, ça a été assez intéressant à lire, assez prenant. On est principalement avec un personnage principal, donc Hideo Suzuki, dont je vous ai déjà parlé normalement dans le rush précédent. Et après, je crois que c'est directement dans le tome 10 en fait, on commence à aller voir un peu d'autres groupes de survivants. Donc ça s'écarte un petit peu et ouais, la trame est assez intéressante aussi. On voit un petit peu l'organisation de différents groupes. On a 3-4 groupes qui arrivent. Là où c'est un petit peu dérangeant à mon image, enfin à mon opinion, c'est que en fait ces groupes, on va les suivre mais de manière relativement ponctuelle. On va suivre par exemple un groupe sur un tome, puis on revient sur Hideo, puis on resuit un autre groupe pendant un seul tome et on revient sur Hideo. Donc en fait on a un peu du mal à faire un peu le lien avec tout ça. On se doute qu'au bout d'un moment il va y avoir un gros rassemblement, mais on attend un petit peu, on est un peu dans l'expectative, un peu en découvrant ces groupes, de savoir à quoi ils vont servir, comment ça va servir l'intrigue. Et au final, moi je m'étais préparée à pas aimer la fin, puisque tous les retours que j'ai eu sur cette série c'est tu verras, elle est géniale, mais la fin laisse à désirer. Et ben moi je sais pas si c'est justement parce que je m'étais préparée à pas l'aimer, mais moi je l'ai bien aimé cette fin au final, j'ai pas été déçue. J'ai eu à peu près ce que je voulais. Bon forcément vu que c'est un peu du fantastique, on n'a pas toutes les réponses à toutes nos questions. Bon, normalement j'ai dû couper un petit morceau de la vidéo parce que finalement je me suis rendu compte que je spoilais un petit peu. Hein. Donc je vais juste me contenter de dire que au final j'ai pas forcément toutes les réponses que j'attendais, mais c'est pas tellement grave au final, parce que voilà, c'est une œuvre qui m'a bien divertie pendant le temps où je l'ai lu, et au final ouais, les 22 tomes sont assez bien passés. J'ai beaucoup aimé ce dernier volume où on a la conclusion et un espèce d'épilogue. Voilà, pour moi j'ai eu à peu près ce que je voulais et je suis assez contente de voir que l'auteur est allé jusque là. Alors après j'en ai rediscuté avec un copain sur un Discord qui m'a dit que l'auteur n'était pas ultra satisfait de sa fin et qu'il aimerait bien publier un espèce de second épilogue un peu plus tard, à voir si du coup c'est sur un chapitre supplémentaire qui sera donné en numérique, enfin qui sera accessible en numérique, si ce sera quelque chose qui sera relié. En tout cas la série, je crois que Kana n'a plus les droits d'édition, puisqu'en fait la série, enfin le publicateur, l'éditeur originel au Japon a perdu les droits de la série, donc bah forcément tous les accords qui étaient liés à cet éditeur là sont tombés, donc voilà, Kana n'a plus les droits pour éditer cette série, donc voilà, normalement elle est assez introuvable en ce moment. Donc désolée de vous hyper si jamais ça vous intéresse. Donc pour en revenir au challenge Horizon, eh bien je l'ai fini. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être la première fois que je termine ma pile à lire pour un challenge. Je suis assez contente, je sais pas si je referai des challenges d'ici un bon moment, parce qu'au final maintenant j'ai un peu envie de lire ce que je veux en fait, ce qui me tombe sous la main. Là j'ai commencé Gardien des cités perdues en roman et j'ai pas encore attaqué de manga, puisque j'ai terminé la série ce matin, j'ai terminé I Am a Hero ce matin, donc voilà, je sais pas encore ce que je lirai en manga en prochain, mais en tout cas en roman c'est en cours. Et bah allez, moi je vais retourner faire un petit peu de montage parce que cette vidéo ne va pas se monter toute seule, et puis il faudrait que je vous l'upload dans la foulée. Je vous fais des gros bisous et puis on se dit à tout bientôt. Allez, ciao!